Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverains Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverains Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverains Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Est à la reprise. Une rentrée dans la continuité des vacances est placée sous le signe de la brume de sable. La qualité de l'air est médiocre, particulièrement médiocre. Les nuages sont très épais, vous l'avez remarqué. Les phénomènes cycloniques en cours passent largement au nord de l'arc antillais, laissant une autoroute aux cochonneries venues du désert du Sahara. On a même tendance à se demander comment elles arrivent jusqu'ici, puisque le vent nous a littéralement abandonnés, occasionnant de très fortes chaleurs. L'indice est donc rouge comme les syndicats qui doivent composer cette année avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence Gabriel Attal. À 34 ans, il est conseiller municipal de Vanves depuis 2014, soit 9 ans. Porte-parole de La République En Marche en 2018, le gouvernement lui crée un poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. En 2020, il prend la place de Sibeth Ndiaye qui a dû quitter le navire en début de crise Covid et devient donc porte-parole du gouvernement. Puis il enchaîne avec un passage d'1 an en tant que ministre délégué chargé des comptes publics avant d'être nommé ministre de l'Éducation nationale le 20 juillet dernier. Il succède à Pape Ndiaye qui a été recalé en fin d'année scolaire après une sortie médiatique contre Vincent Bolloré. On lui souhaite en tout cas une bonne rentrée, une rentrée correcte sur ce siège éjectable. Et il a déjà commencé fort, très fort, avec une polémique sur l'abaya et son annonce sur le fait qu'il y aura un professeur devant chaque classe à partir de cette rentrée. Et dans les faits, effectivement, eh bien, nous sommes déjà loin du compte. On fera un point en première partie du Focus à 19 h. Et une délégation du conseil départemental s'est rendue au collège Saint-John-Perse aux Abîmes. L'occasion pour l'exécutif de constater la bonne réalisation des chantiers réalisés pendant les vacances. Le reportage. Les équipes de Monsieur le Président nous ont fait savoir que nous étions l'établissement que le Président allait visiter pour vérifier si les travaux commandés ont été exécutés. C'est-à-dire à chaque période des vacances, on peut faire un maximum de travaux pour permettre aux établissements d'être toujours aux normes et de répondre à l'évolution de la pédagogie. Pour nous, c'est toujours très satisfaisant de voir les chefs d'établissement, de les entendre nous dire que quelque part entre le moment où nous sommes venus, où ils nous ont fait part de leur doléance et aujourd'hui, de voir quand même que quelque chose s'est réalisé. On s'est fixé comme priorité effectivement les travaux de l'aménagement, puisque quand un établissement permet l'accueil des enfants dans de bonnes conditions, c'est l'épanouissement aussi qui prend aussi de la dimension. Monsieur le Président a répondu à mes attentes et il s'est engagé à répondre encore à nos attentes, c'est-à-dire nous sommes sur un travail continu. Pour le moment, ce qui est fait est validé par nous deux et ce qui doit être fait est aussi validé. Nous sommes à la fois sur le bâti, nous sommes à la fois sur l'équipement, nous sommes à la fois sur le culturel. Dans ces cas-là, comme dans l'année prochaine, ça fera 50 ans que Saint-Jean-de-Perse est décédé. Donc nous avons aussi à préparer, dans le cadre de sa mémoire, nous avons aussi des choses à faire ensemble. Voilà. De manière générale, nous avons entendu que l'effectif en termes de nombre d'élèves a augmenté de près de 1000 élèves cette année. C'est d'ailleurs un gage de qualité aussi pour nous et c'est quelque chose qu'il va falloir poursuivre puisqu'on connaît un peu ces difficultés que les élèves, les établissements ont aujourd'hui de voir s'effriter l'effectif dans les classes. Eh bien, s'il y a une remontée, c'est peut-être aussi parce que nous sommes efficaces à mettre à la dimension de l'école tout ce que nous savons faire. Et bon, quelque part, le conseil départemental est là aussi pour assurer cette qualité tant dans l'encadrement, mais également dans la mise à disposition de moyens matériels pour pouvoir garantir une continuité pédagogique dans les établissements. Dans mes propos tout à l'heure, pour souhaiter la bonne rentrée, ce que je veux, c'est qu'au-delà de
des conditions que nous allons mettre en place, puis un accompagnement sur l'aspect pédagogique, l'aspect patrimonial. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir que ici, dans le collège Saint-Jean-de-Pest, nous sommes déjà dans cette dynamique. Et pour ce retour sur les bancs de l'école, le maire de la ville de Petit-Bourg a effectué un tour des établissements de son territoire et il y a du nouveau. L'école maternelle de Carrère voit l'ouverture d'une nouvelle salle de classe modulaire, de quoi améliorer la prise en charge des élèves. Et pour faciliter le quotidien des parents, l'accueil des enfants se fera avant 7 h le matin. Le reportage d'Olivier Félix. Notre satisfaction, elle est équivalente à celle des directeurs d'école, des directrices d'école, des enseignantes, et puis surtout la satisfaction qui est exprimée par toute une communauté scolaire. Plus tard, nous ferons le point avec les inspecteurs et nous ferons aussi le point avec les parents d'élèves, mais il y a vraiment un sujet de satisfaction du fait que les questions de sécurité sont améliorées, les questions liées à la propreté, et puis il y a certains dispositifs que nous avons revus, que nous avons corrigés grâce à la réactivité des employés communaux, et je voudrais vraiment exprimer ma satisfaction parce que nos agents ont travaillé dans des délais qui souvent ont été courts parce que certains signalements nous sont parvenus en dernier lieu et donc nous avons fait un gros maximum avec nos services pour pouvoir intervenir. Les effectifs, le nombre d'élèves le justifiait de cette ouverture de classe et donc une belle salle qui va petit à petit être aménagée, continuer à être aménagée, donc oui, satisfaite. Les parents sont conscients que l'effort a été fait pour accueillir comme il se doit leur enfant. Donc ils sont satisfaits, c'est une salle climatisée également et qui est très bien située. Donc voilà, ils sont satisfaits, les enfants ont l'air contents et charge à nous de continuer sur de bons auspices justement cette année. Nous savons qu'il y a des parents qui sont occupés par l'activité professionnelle ou d'autres activités et qui doivent quitter la maison très tôt. Donc avec nos prestataires qui assurent la surveillance, la protection, l'animation dans les écoles, donc nous avons attribué différents marchés et nous avons souhaité que les parents aient une possibilité de déposer leur enfant avant 7 h du matin et qu'ils soient assurés de la sécurité de leur enfant. Donc ça, c'est déjà une chose très importante. Nous le disons dans tous les établissements. Les parents donc, peuvent s'inscrire auprès de chacune des entreprises associatives qui sont en place dans chacune des écoles. Nous espérons tout simplement une année scolaire qui soit plus paisible, vraiment apaisée. Et nous espérons justement, et la nature et la situation sociale permettront aux enfants d'apprendre pour pouvoir grandir et se développer. Et cela pour la grande satisfaction de leurs propres parents. Et de retour sur le plateau avec moi ce soir, je reçois Laïdi Benadou, secrétaire général du SNES FSU. Bonsoir Monsieur Benadou. Bonsoir Harold. Alors l'interview était prévue, comme je suis en transparence avec mes téléspectateurs, l'interview était prévue en première partie du Focus pour dresser un bilan, mais vu que vous êtes arrivé en avance, j'en profite pour faire un point avec vous pendant le journal télé. Gabriel Attal, nouvellement nommé le 20 juillet dernier à la tête effectivement du ministère de l'Éducation nationale. Il avait commencé effectivement avec une grosse annonce, à savoir qu'il y aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée 2023. Visiblement, selon les retours qu'on a, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous confirmez aussi ici pour la Guadeloupe ? Oui, effectivement, les enseignants sont rentrés vendredi et déjà dès vendredi, nous étions au courant par nos collègues. On a un gros réseau au niveau du SNES qui nous ont prévenu qu'il y avait plusieurs établissements où il manquait des enseignants. Moi-même, dans mon collège à Trois-Rivières, il manque un enseignant de maths et un enseignant de français. Au collège de Saint-Claude, il manque aussi un enseignant de PS. Au collège de Capester, enfin des deux collèges, il manque aussi des enseignants. Donc ça commence à remonter de partout. Donc on est très inquiet, mais de toute façon on en était un petit peu sûr parce qu'on avait annoncé que quand on supprime des postes en janvier dans notre académie, on a supprimé 106 postes, enfin le ministère a supprimé 106 postes, et bien forcément à un moment les élèves n'ont pas d'enseignants devant eux. Donc une année qui commence mal ?
Une année qui commence mal, c'était prévu, c'était assumé complètement par la rectrice. On a essayé d'alerter plusieurs fois la rectrice. On nous avait promis que tout irait bien, mais force est de constater que de toute façon tout va mal. Je rappelle la situation particulière, hein. On a des enseignants guadeloupéens formés en Guadeloupe qu'on envoie en France, alors que nous, ici, on va manquer d'enseignants encore. Et malheureusement, nous risquons encore de recruter des contractuels. Alors on n'a rien du tout contre les contractuels au SNES-FSU, on est pour la continuité du service public, mais c'est quand même paradoxal d'envoyer des enseignants qui passent leur concours ici, en France, alors qu'ici on manque d'enseignants titulaires. Donc pas de recrutement annoncé dans tous les cas. Les collègues se battent encore, mais ça devient de plus en plus difficile. De toute façon, on a une fin du non-recevoir de la part du rectorat, qui regarde ailleurs en disant que tout va bien et tout ira bien. On a l'impression, nous, que le rectorat ne cherche pas vraiment ses moyens. Alors une deuxième thématique qui semble particulièrement intéresser le nouveau ministre, il s'agit du harcèlement scolaire. On note une petite évolution depuis la fin de l'année dernière, à savoir que ce sont les élèves harceleurs qui seront évincés des établissements et non plus les victimes, ce qui paraît effectivement un peu plus juste. Mais vous, au niveau du corps enseignant, du corps pédagogique, est-ce que vous êtes formé pour cela? Comment ça va se goupiller cette affaire? Alors c'est une grande interrogation, hein. On a souvent dénoncé au SNES et à la FSU en particulier le fait que quand il y a un problème quand il y a un élève ou une élève, très souvent ce sont des jeunes filles qui sont harcelées, ce sont les élèves qu'on change en prétextant la présomption d'innocence, qui sont changés de classe ou parfois changés d'établissement dans des petits collèges comme en Côte-sous-le-Vent. On a eu le cas pas plus tard qu'au mois de mai dernier, et les collègues sont très en colère, en tristesse, parce qu'on nous dit non, on ne peut pas changer. Alors non, on s'est battu pour que ça se passe, pour que ce soit les élèves harceleurs qui soient sanctionnés, en tout cas surtout pas les élèves harcelés qui se retrouvent changés d'établissement, parce que c'est compliqué. En termes de formation, on n'a rien. Pour le moment, ce sont des annonces de la part du ministre. Un vœu pieux, on espère que ça ne va pas rester un vœu pieux, au contraire. Nous voulons qu'il y ait un gros travail qui se fasse là-dessus, et on est très preneur de cette annonce. On attend quelque chose de positif là-dessus. On espère que ça ne sera pas un effet d'annonce juste pour masquer la pénurie d'enseignants. Mais pour l'instant, vous avez juste l'annonce, pas de protocole, pas de budget alloué. Ni protocole, ni budget alloué pour le moment. On rencontre la rectrice la semaine prochaine, on va évoquer ce sujet avec elle, voir si elle a prévu de faire quelque chose. Alors, autre revirement de cette fin d'année scolaire, enfin sur 2022-2023, à savoir sur le baccalauréat. On a eu de grosses modifications ces dernières années avec les épreuves anticipées, notamment sur la période de mars. Visiblement, le gouvernement souhaite revenir dessus. Qu'en est-il ? C'est une annonce qui était attendue, une annonce que le SNES a défendue au niveau national, hein. C'est-à-dire depuis Blanquer, depuis la réforme du lycée, le bac commençait en mars. Donc les élèves étaient en course constante pour essayer de réussir à faire leur programme, les enseignants aussi. C'était très très compliqué pour eux de faire le travail. C'est une annonce qui répond à une demande du SNES-FSU, le report de ces épreuves. Nous demandons encore, c'est un coin qui a été enfoncé dans la réforme Blanquer. Jean-Michel Blanquer est désavoué par Gabriel Attal. Nous attendons que le bac revienne à une épreuve nationale, parce qu'encore aujourd'hui, le bac est une épreuve locale, c'est-à-dire chaque établissement choisit son propre sujet. Et ça nous pose problème, parce que quand les épreuves sont locales, les élèves n'ont pas les mêmes chances pour les études dans le supérieur. Parce qu'un établissement va considérer que tel établissement donne une épreuve facile et tel autre établissement donne une épreuve plus difficile. Donc nous souhaitons, et c'est une question de justice et d'équité, que le bac redevienne un bac national. Des conséquences à venir pour Parcoursup? Donc c'est une fois que le bac repasse en juin, qu'on revient sur les épreuves nationales, on revient aussi sur Parcoursup. Vous savez que dans Emmanuel Macron en a parlé aujourd'hui sur la santé mentale des élèves. Il y a un rapport de l'inspection générale qui est sorti, qui dit que Parcoursup et la réforme du bac ont été très mauvais pour la santé mentale des élèves. Les élèves sont véritablement en grand danger, en tension, parce qu'en fait, ils ne savent pas. Ils ont l'impression que le choix des spécialités dès la classe de seconde va orienter toute leur vie future. Et ça, c'est un énorme problème. Nous avons tous eu le droit des secondes chances. Il y a des collègues qui ont commencé des études, ou même des parents aujourd'hui, qui ont commencé des études dans une certaine filière, puis finalement ont constaté que quelques années plus tard, ça a changé. Il y a des élèves qui ont fait un bac S, un bac scientifique, et puis finalement se sont orientés vers des études littéraires, ou des études de psychologie, ou des études de médecine. Le droit au choix, le droit à l'erreur est un droit qui est fondamental pour les élèves.
Alors Emmanuel Macron, qui essaie justement de séduire un public un peu plus jeune, il était en interview cet après-midi sur TikTok, une interview qui a été réalisée par Hugo Décrypte, rondement menée d'ailleurs cette interview. Il a demandé à chaque enfant, chaque élève de planter un arbre. Est-ce que vous serez à leur côté Écoutez, j'ai vu des commentaires qui parlaient de démarche. Écoutez, c'est de la politique spectacle. Hein. Je veux dire, qu'on plante des arbres, ça va être une république jardinière. En Guadeloupe, on va planter des bananes, ça va être une république bananière. Il faut un moment devenir sérieux. Puis l'an prochain, on va planter des glaçons pour lutter contre le réchauffement climatique. Non, il faut être sérieux un moment. Les effets d'annonce, on rappelle que le président décidait que l'éducation serait son précaré et couvrirait Gabriel Attal, hein, parce qu'une partie des annonces sur le bac ont été faites d'abord par Macron avant d'être faites par Attal. On ne sait pas à quoi il joue. Nous, ce qu'on aimerait, ça serait que les choses deviennent sérieuses, qu'on écoute les organisations syndicales, on représente les personnels, on est majoritaire, le SNES, chez les personnels du second degré, qu'on ait des discussions. On a des choses à dire. Ce qui se passe sur le bac, on nous l'avions dit avant même que la réforme arrive. Nous savions que ça allait couler. Une autre annonce qui a été faite et qui pourrait être favorable justement aux petits, c'est la division du poids du cartable par 2. En moyenne, les petits écoliers ont un cartable qui pèse 8 kg sur leurs épaules. Est-ce que c'est faisable dans un premier temps et est-ce que c'est pas une nécessité dans un deuxième? Alors je sais que les enseignants, enfin en tout cas au niveau de mon collège, on fait tout pour réduire le poids des cartables. Hein. Plusieurs enseignants peuvent, quand les conditions le permettent, vidéo-projeter les manuels scolaires, comme ça les élèves n'ont pas à les amener. Parfois, on demande aux élèves de se mettre d'accord qu'il y en ait 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui ramènent le manuel. C'est important, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Cette histoire de cartable scolaire, c'est un espèce de marronnier de la rentrée. Les enseignants font ce qu'ils peuvent, mais à un moment, il faut aussi amener des choses. Enfin, il faut aussi venir avec des affaires. L'objectif, ça reste que les élèves aient toutes leurs affaires. Après, il y a une question aussi, c'est de mettre des casiers accessibles pour tous les élèves. Et ça, c'est évidemment, mais Emmanuel Macron a raison de dire ça, parce que de toute façon, c'est pas sa responsabilité. Ça va être la responsabilité des collectivités territoriales. Et donc, il donne encore une fois la solution, mais il va pas. Est-ce que le département et la région auront les moyens d'installer des casiers pour tous les élèves? Il y avait les moyens, peut-être qu'il y aurait déjà effectivement des casiers. En tout cas, merci beaucoup Laïdi Benadou, je le rappelle, secrétaire général du SNES FSU, d'être venu sur ce plateau ce soir pour dresser avec nous donc un point sur cette rentrée scolaire qui commence pour l'Académie de Guadeloupe avec un défaut d'enseignants dans tous les cas. Merci encore. Et les députés, eux, se préparent pour la rentrée parlementaire. Et pour la sienne, le groupe LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, a choisi la Guadeloupe. Ils tenaient une conférence de presse relative au lancement de leurs travaux à la Creole Beach. Le reportage d'Olivier Félix. C'est une démarche historique. Je suis assez content, voire très fier, d'avoir pu convaincre mes collègues députés du groupe LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, de venir en Guadeloupe faire la rentrée parlementaire des députés. Aucun groupe parlementaire, depuis 1794, depuis que l'Assemblée nationale existe, n'avait daigné venir en Outre-mer faire sa rentrée politique, c'est-à-dire voir les orientations de l'année. Ces choses faites par le groupe LIOT, à la demande de Mathias et de moi-même. Pourquoi? Mais parce qu'en son sein, le groupe LIOT porte Outre-mer et des considérations précises des départements d'Outre-mer, des territoires d'Outre-mer, de la France océanique, de celle qui fait la richesse de la France. Je rappelle que la France est la France que parce que le soleil ne se couche jamais par rapport à ces 11 territoires ultramarins. Mais cette force géographique, cette richesse qui permet de lancer des fusées Ariane, qui permet d'avoir fait des essais pour avoir la bombe nucléaire, qui permet d'avoir les plus belles plages du monde ou faire de la géopolitique dans le canal du Mozambique avec l'Afrique ou avec le Pacifique, eh bien, elle n'est pas reconnue parce que nous ne sommes pas assez rassemblés. Ça ne marche pas. On est un des pays du monde occidental, peut-être le pays européen qui dépense le plus de dépenses publiques, le plus d'impôts, et un pays où ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Les services publics ne fonctionnent pas. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Et bien tout simplement parce que on n'écoute pas nos concitoyens, on n'écoute pas les maires, on n'écoute pas les collectivités. L'État veut tout faire et fait tout mal. Il faudrait décentraliser, redonner au territoire tout ce que l'État ne peut pas faire. Il faudrait écouter davantage nos concitoyens, les questionner. Il faudrait faire en sorte que le Parlement ait plus de pouvoir. Bref, équilibrer les pouvoirs. Et si nous équilibrons les pouvoirs, si nous faisons en sorte que les décisions soient discutées, prises au plus proche du terrain, que l'État ne s'occupe plus de tout, mais de ce qui est important, tout ce qu'on appelle le régalien, ben vous verriez que ça pourrait fonctionner beaucoup mieux. C'est ce qu'on est en train de se rendre compte ici en Guadeloupe.
Nous sommes déterminés à défendre nos territoires. Et c'est la première fois qu'il y a 15 députés qui viennent en même temps, qu'un groupe parlementaire vient en même temps. Nous sommes un groupe de résultats. Déjà 60% des amendements qui sont passés cette année au bénéfice des Outre-mer ont été faits par notre groupe Lyot parce que nous sommes écoutés. Il y a des députés très expérimentés. Il y a Charles de Courson, il y a Jean-Yves Warsman qui ont été 7 fois députés d'affilée. Il y a des personnes qui ont déjà été maires, présidents de région, présidents de département, bref, des élus du groupe Lyot qui sont des élus de territoire expérimentés, qui ont les pieds bien ancrés dans le sol et qui sont faits là pour faire respirer la démocratie par le bas. Et donc nous sommes dans cette logique-là. En tout cas, on se battra bec et ongle pour ne rien lâcher dans l'intérêt de nos territoires. Et pour peser encore plus dans le débat politique et fédérer un maximum de forces vives à travers les Outre-mer, Olivier Servat lance l'association Utile. Avec 500 adhérents déjà en Guadeloupe, il entend aux côtés de Bertrand Panchard imposer le respect au niveau national. Le reportage. C'est une association qui a pour objectif, ambition, de peser dans le débat politique national. Aux élections européennes l'année prochaine, aux élections présidentielles dans 3 ans. Je rappelle que les élections présidentielles se jouent à peu près à 2%. Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé au deuxième tour pour 410 000 voix, il lui manquait 1,5% des voix. Si nous arrivons à fédérer toutes les énergies ultramarines, ça veut dire que nous allons peser entre 5 et 6%. Là, ça commence à compter pour qu'enfin on soit respecté au niveau national, qu'on soit écouté. Nous le faisons à travers cette association politique Utile, avec mon ami Olivier Servat, évidemment, ici en Guadeloupe, parce que nous pensons qu'en recueillant le témoignage des uns et des autres, nous ferons remonter beaucoup d'idées au plan national, et nous-mêmes, les parlementaires du groupe Lyot, comme nous l'avons fait, mais comme nous le ferons beaucoup mieux maintenant demain, puisque nous serons en écoute permanente de nos concitoyens, eh bien nous allons nous battre pour les priorités des habitants de nos départements, de nos régions et ici des Antilles. Il faut que la France, elle le sait déjà, mais il faut qu'on le lui rappelle, ne fasse pas sans ces Outre-mer qui aujourd'hui la font faire être la 2e zone économique mondiale. Ça veut dire que les richesses de la mer, du sous-sol sont là grâce aux Outre-mer. Et donc, moi je le dis, Outre-mer Utile, c'est de dire que nous, en Guadeloupe, nous avons déjà 500 adhérents. C'est incroyable. Si sur les 101 départements, nous avions autant d'adhérents, nous serions 50 000 adhérents en France, ça veut dire la plus grosse force politique française. Donc, je crois que nous avons notre mot à dire pour peser dans le débat politique national et nécessairement aussi avoir une vision. Nous allons installer tout à l'heure une trentaine de commissions avec des personnes qui sont des spécialistes dans leur domaine et des citoyens. Ce n'est pas un club d'élus Utile Guadeloupe, c'est un mouvement qui a envie de pouvoir proposer à la Guadeloupe un nouveau ballon, un nouveau chemin, une nouvelle perspective, un nouveau projet. Et les grands électeurs, eux, s'apprêtent à désigner les nouveaux sénateurs de Guadeloupe. À Guadeloupe Unie Solidaire et responsable, c'est Dominique Théophile qui conduit la liste. Le reste en images. On repart pour un nouveau mandat avec une nouvelle équipe, une équipe remaniée et puis fort d'un bilan et puis des perspectives aussi pour le pays, des travaux à réaliser, des sujets à engager, mais toujours rester sur le même élan, le travail, toujours le travail avec sérieux, détermination pour le pays de Guadeloupe. Aujourd'hui, c'était la convention pour lancer la campagne et présenter notre liste. Comme j'ai eu l'occasion de dire, c'est une liste conduite par un homme expérimenté qui a un bon bilan, qui a su faire ses preuves, mais au-delà de son bilan, c'est sa méthode. Il s'était engagé à informer les élus chaque trimestre avec un journal et pendant 6 ans qu'il a respecté cela. On sait aussi son expérience, il connaît comment fonctionne le Sénat, donc il pourra être opérationnel dès sa réélection. Ah, bien sûr, les médecins étrangers qui peuvent travailler au pays, la faculté de médecine des Antilles-Guyane, le fait de faire taxer les Israéliens, les Américains pour payer à la ville de Bouillante l'exploitation de la géothermie, les colis postaux, bref, une série de situations qui nous ont permis de faire des petits pas. C'est 47 amendements qui sont devenus loi. Et puis la méthode que j'ai employée dans ma façon de travailler, informer au fil de l'eau les élus. Chaque trimestre, les élus recevaient le bilan du sénateur avec beaucoup de pédagogie et beaucoup d'engagement. C'est ce que je continuerai à faire. J'aurai comme aussi
comme trajectoire les éléments retenus dans le SIOM. Et puis je m'engagerai sur une forme de revisiter la maquette du budget Outre-mer, puisque je ne peux pas comprendre qu'on puisse discuter que de 2 lignes budgétaires, alors qu'il y a autant de sujets à discuter dans le cadre des éléments qui concernent notre pays de Guadeloupe. C'est une liste qu'on a su présenter en cohérence avec les collectivités, puisqu'il faut se dire qu'un sénateur, si on veut, c'est le principal relais des collectivités. Donc il faut être en phase. Donc, sur notre liste, nous avons Blaise Mornal, qui est vice-président, donc en phase avec le département, Philippe Bezac avec la région. Et je me réjouis qu'il y avait une vingtaine d'élus régionaux présents ce soir, et également avec les maires, parce que le sénateur doit pouvoir être en parfaite liaison, donc d'où cette cohérence qu'il faut souligner. Quand on va dans une compétition, on va pour gagner. Quand on va dans une compétition, on se prépare, on est déterminé. Je suis pas un passionné de ce que je fais, je me suis engagé, je m'engagerai toujours, contre vents et marées. On va au plus loin que possible. On va pour faire comprendre que la politique est importante, s'engager est important, mais aussi redorer le blason de la politique aussi est aussi important. Et on note effectivement la candidature donc de Victorin Lurel pour le PS et celle aussi de Jocelyn Sapoti, et d'autres seront à venir dans les prochains jours, on imagine. Et afin de venir en aide à des familles dans le besoin, les associations Terre au Dynamis, KBM et SOS Sans-Abri 97.1 effectuent des plantations de camanioc. L'objectif est double, avec un volet solidarité, mais aussi pédagogique, en faisant participer les bénéficiaires afin qu'ils apprennent à cultiver. Et pour la 2e édition, les bénévoles et 3 personnes sans domicile fixe ont récolté une parcelle de 200 mètres carrés à Goyave. Le reportage. En janvier 2023, nous avons fait une première opération. C'est une opération de récolte. Nous avons récolté à peu près 200 kg de manioc. Et ça a permis qu'on ait environ 150 familles guadeloupéennes qui étaient bénéficiées. Nous avons un partenaire, c'était justement SOS Sans-Abri 97.1 qui était distribué ça à 150 familles. Et puis également lycée hôtelier et puis le Greta, qui était fait des menus à base de camanioc, et les gens effectivement étaient bénéficiés de ça aussi. Et depuis au départ, KBM était présent avec nous. Donc, comme c'est une très très belle opération, tous les gens disent ah non, faut faire ça, faut trouver un moyen pour éditer ça. Et c'est ça que nous avons fait aujourd'hui là. SOS Sans-Abri 971, c'est une association de jeunes étudiants. Donc nous venons en aide aux sans-abri, aux familles en situation de précarité, aux étudiants en situation de précarité et aux personnes âgées. C'est la 2e édition et il est très important pour nous de faire profiter les familles qui sont en situation de précarité de la culture, de ce qu'on a cultivé avec Terre au Dynamis et KBM, qui est le camanioc. C'est une racine millénaire qui est peu connue, peu utilisée et qui possède énormément de vertus et de nutriments. Camanioc, nous n'étant découvert, en particulier à Terre au Dynamis, qui sont plantes vraiment extraordinaires. Ce sont plantes merveilleuses du jardin guadeloupéen. Depuis l'époque des Kalinago, ils ont déjà servi avec ça. Ce sont plantes qui sont très résistantes. Ce sont plantes qui produisent en l'eau aussi, très facilement. Et donc, et qui est très intéressant au niveau goût. Et là, nous faisons les recherches, nous d'ailleurs réalisé une vidéo documentaire éducative à ces camanioc. Nous rendons compte qu'il y a également des qualités nutritionnelles. Et donc voilà pourquoi nous avons dit que c'est une plante que toute Guadeloupéenne doit être signée en jardin. Aujourd'hui, nous avons ramené 300 abris avec nous. On leur permet de sortir un peu de la ville, du béton, et de venir découvrir la nature, de se recentrer, d'oublier un peu, on va dire, les difficultés de la vie, et donc de venir participer à la plantation, à retrouver un peu, on va dire, ce milieu un peu plus joyeux de la nature, et pouvoir apprendre, connaître et apprendre autre chose. Là, je peux dire que j'ai appris quelque chose, et je vais en apprendre d'autres. J'ai été élevé à la campagne, mais les parents n'avaient pas le temps de nous apprendre. Et moi, j'ai dit de toute façon, là, il n'y a pas de raison. La terre, la vie est là. Tout vient de la terre. Moi, je dis que la Guadeloupe est un beau pays, alors, Tchembéret pas molli. La solidarité par les temps qui courent, c'est très important, hein, puisqu'on ne sait pas de quoi est fait demain, donc c'est bien de pouvoir aider. ONews Radio sur outremernews.fr.